Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. 11 avril 2026, samedi, 20h, heure de l'Est. C'est le chiffre qui a défini cette guerre depuis le 5 avril, quand Donald Trump a publié sur Truth Social que le mardi serait le jour des centrales électriques et le jour des ponts, le tout réuni en Iran. Il a fixé l'horloge. Dans la version trumpienne de l'art de gouverner, même l'apocalypse arrive avec un compte à rebours promotionnel. Mardi, 20h, heure de l'Est. Il a utilisé cette formule 2 fois dans 2 publications consécutives. Il a ajouté en lettres majuscules « Regardez ». Parce que rien ne dit mieux gestion stable d'une crise que de rédiger la politique étrangère comme la bande-annonce d'une finale de saison. L'Iran n'a pas ouvert le détroit d'Ormuz avant 20h, le 7 avril. Ce qui s'est produit à la place, 90 minutes avant cette échéance, c'est le cessez-le-feu de 2 semaines. Le Premier ministre Shahbaz Sharif et le maréchal de camp Asim Munir ont agi pour retenir la force destructrice qui devait être envoyée cette nuit-là contre l'Iran. Le cessez-le-feu a acheté 2 semaines. Ces 2 semaines expirent au même moment, 20h, heure de l'Est, 0000 GMT, le 22 avril. Aujourd'hui, le 11 avril, les délégations qui sont censées utiliser ces 2 semaines pour empêcher que cette deuxième échéance devienne réelle sont arrivées à Islamabad. Elles ont commencé avec 5 heures de retard. Ce mot « reset » est la chose la plus lourde de conséquences que Trump ait dite dans tout ce conflit. Parce que « reset », dans le contexte de cette guerre, signifie un retour à ce que faisaient les États-Unis avant 18H32 le 7 avril. « Reset » est un mot remarquablement propre pour une politique qui continue de mettre le feu à la pièce avant d'admirer la fumée. Cela signifie les bombardiers B-2. Cela signifie les frappes qui ont déjà touché plus de 9000 cibles iraniennes depuis le 28 février, selon le Central Command des États-Unis. Cela signifie l'opération qui a tué le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, le premier jour de la guerre. Cela signifie à son point final logique la destruction de toute l'infrastructure nucléaire iranienne qui n'a pas encore été frappée. Trump l'a dit comme quelqu'un le dit quand il le pense et n'a pas besoin d'élaborer. La question nucléaire est la raison pour laquelle les pourparlers d'Islamabad ont commencé avec 5 heures de retard. Pour comprendre pourquoi, il faut comprendre la séquence précise d'événements qui a produit ce samedi dans cette salle au Pakistan. L'architecture des ultimatums de Trump a été le fait structurel de cette guerre depuis le début. Il a lancé son premier ultimatum de 48 heures à l'Iran pour qu'il ouvre complètement le détroit d'Ormuz le 22 mars. L'Iran a menacé de poser des mines dans l'ensemble du golfe Persique en réponse. Les renseignements américains ont confirmé que des mines ventouses iraniennes Mavam 3 et Mavam 7 avaient déjà été placées dans le détroit et les responsables en comptaient au moins une douzaine. Trump a reporté l'échéance du 22 mars. Le 26 mars, il l'a de nouveau reporté au 6 avril à 20h, heure de l'Est. Le 4 avril, il a donné à l'Iran 48 heures de plus. Le 5 avril, il a publié que le dimanche impliquerait l'anéantissement de centrales électriques en commençant par la plus grande. Il a repoussé la version finale de l'échéance au 7 avril à 20h, heure de l'Est. Le schéma devenait familier. Menacer l'histoire à l'heure près, puis traiter l'échéancier comme une simple note de service. Il a écrit « Toute une civilisation mourra ce soir ». C'était l'état du monde 90 minutes avant que le chef de l'armée pakistanaise appelle Washington et demande à Trump d'arrêter. Le cessez-le-feu qui en a résulté reposait sur une seule condition, l'ouverture complète, immédiate et sécuritaire du détroit d'Ormuz. 4 jours plus tard, au 11 avril, cette condition n'avait pas été remplie. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, a déclaré lors de l'annonce du cessez-le-feu qu'un passage sécuritaire dans le détroit serait possible grâce à une coordination avec les forces armées iraniennes et avec la prise en compte appropriée des limites techniques. Ces réserves n'étaient pas une faute de frappe. L'Iran a perdu la trace d'une partie des mines qu'il a posées dans le détroit. Ce n'est pas une affirmation diplomatique. C'est une réalité physique qui fait maintenant partie, de manière documentée, du dossier des négociations. Des rapports du 11 avril indiquent que Téhéran a perdu les coordonnées précises d'au moins une partie des mines navales qu'il a déployées dans cette voie maritime, ce qui signifie que rouvrir complètement le détroit n'est pas seulement une décision politique. C'est aussi un défi opérationnel impliquant des systèmes d'armes immergés dont les emplacements ne sont plus entièrement connus. Trump a publié samedi un message avertissant que les États-Unis commençaient maintenant le processus de nettoyage du détroit d'Ormuz comme une faveur rendue à des pays du monde entier, y compris la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la France, l'Allemagne et bien d'autres. Il a dit, avec son sens habituel de l'euphémisme, que ces pays n'avaient incroyablement pas le courage ni la volonté de faire eux-mêmes ce travail. Dans le scénario trumpiste,
Même une urgence mondiale doit faire une pause assez longtemps pour permettre une leçon sur la faiblesse des autres. ABC News a demandé à la Maison-Blanche des détails sur ce qu'implique le processus de nettoyage du détroit. La Maison-Blanche n'avait pas répondu au moment où les pourparlers ont commencé. La mise en scène a été immédiate. Les détails, comme d'habitude, étaient remis à une saison ultérieure. Le véritable pivot, c'est que le retard de 5 heures, avant le début des pourparlers, n'a pas été causé par les mines. Il a été causé par la question nucléaire. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, qui dirige la délégation iranienne de 60 et 11 personnes à Islamabad, a publié sur X vendredi soir que 2 conditions devaient être remplies avant que les négociations puissent commencer. Un cessez-le-feu au Liban et le dégel des avoirs iraniens détenus à l'étranger. Ces 2 conditions n'étaient pas toute l'histoire. Si les Iraniens voulaient faire échouer le processus de négociation à cause du Liban, qui n'a rien à voir avec eux, c'était leur choix. Mais le retard concernait aussi quelque chose de plus profond que de simples conditions préalables. Selon des rapports agrégés à partir de multiples sources, le 11 avril, les pourparlers d'Islamabad se heurtent directement au mur le plus dur de tout ce conflit, la position de l'Iran sur l'enrichissement de l'uranium. La proposition américaine en 15 points transmise à Téhéran par des intermédiaires pakistanais exige que l'Iran s'engage à ne jamais développer d'armes nucléaires, à cesser toutes les activités d'enrichissement d'uranium sur son sol et à remettre son stock d'uranium enrichi à 60%. La contre-proposition iranienne, en 10 points, comprend la reconnaissance explicite du droit de l'Iran à l'énergie nucléaire pacifique. La distance entre ces 2 positions n'est pas un écart de négociation que l'on peut combler avec un langage créatif. C'est le différend fondamental qui a conduit au plan d'action global commun de 2015, l'accord nucléaire iranien, et qui définit les relations entre les États-Unis et l'Iran depuis 2 décennies. C'était le moment où les slogans ont cessé d'aider et où la politique a dû survivre au contact mathématique, de la physique et de la mémoire. L'accord de 2015 limitait l'enrichissement de l'Iran à 67%, et exigeait que l'uranium déjà fortement enrichi soit expédié à l'étranger ou dilué. L'Iran dispose maintenant, selon des documents cités dans des reportages antérieurs à l'annonce du cessez-le-feu, d'environ 460 kg d'uranium enrichi à 60%, assez pour 9 à 11 armes nucléaires selon certaines estimations d'experts, enfouies sous l'installation d'Ispahan lourdement endommagée depuis les frappes conjointes américano-israéliennes de juin 2025. Autres options. Le conseiller du guide suprême Khamenei, Ali Shamkhani, dans l'une de ses dernières déclarations publiques avant le cessez-le-feu, a qualifié de fantasme le niveau de contrôle souhaité par Trump sur le programme nucléaire iranien. Et les fantasmes dans ce conflit avaient la mauvaise habitude d'arriver à la table des négociations déguisées en doctrine. Cet échange n'est pas de la rhétorique. C'est la définition opérationnelle de ce qui rend ce week-end précis à Islamabad différent de tous les cycles précédents de négociations entre les États-Unis et l'Iran. Avant la guerre, les pourparlers à Oman, en février 2026, étaient menés de façon indirecte, le ministre iranien des Affaires étrangères Araki se trouvant dans une pièce séparée de la délégation américaine, tandis que le ministre des Affaires étrangères d'Oman faisait la navette entre les deux. Araghchi a insisté sur le droit inaliénable de l'Iran à enrichir l'uranium dès l'ouverture de ces pourparlers. Les discussions n'ont rien produit. La guerre a commencé 20 et un jour plus tard. Les pourparlers d'Islamabad sont directs ou semi-directs. L'attente, rapportée par CNN sur la base d'un responsable américain et d'une source régionale, était que les 2 parties s'entendent sur l'ordre du jour par l'entremise de médiateurs pakistanais, puis passent à des discussions en face à face. Ce format représente le plus haut niveau d'engagement direct entre les États-Unis et l'Iran depuis avant la révolution islamique de 1979. Et la position d'ouverture de chaque camp sur l'enrichissement de l'uranium n'a pas changé depuis février. Les délégations elles-mêmes envoient des signaux sur la manière dont chaque camp lit la salle. L'équipe iranienne de 60 et 11 personnes n'est pas une délégation de négociation au sens conventionnel. Ghalibaf, qui est à la fois président du Parlement et ancien commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, n'est pas un diplomate. Il est le visage politique de l'institution qui opère physiquement le blocus d'Ormuz. Sa présence à la table signifie que la chaîne de commandement opérationnel du corps des gardiens de la révolution islamique se trouve dans la salle des négociations, en la personne de son représentant politique le plus puissant. Il a transporté dans l'avion de la délégation les sacs d'école des enfants tués lors de la frappe américaine contre l'école primaire de Minab, au Baloutchistan, le 28 février, 168 enfants et 14 enseignants, selon le décompte des médias d'État iraniens,
Un chiffre confirmé comme résultant d'une frappe de missiles américaine par l'enquête d'Amnesty International publiée en mars. Le compte Telegram du ministre des Affaires étrangères Araghchi a montré des photographies de ces sacs d'école et des photos des enfants exposés dans l'avion. La délégation iranienne s'est donné le nom de Minab 168. Le cadrage n'avait rien d'accidentel. L'Iran est arrivé à la table en transportant la documentation visuelle de l'incident le plus politiquement dommageable de toute la guerre du point de vue de Washington. Aucun slogan de salle de presse ne pouvait facilement rivaliser avec une délégation arrivée en portant le coup de la guerre dans des sacs d'école. Vance est arrivé avec Witkoff et Kushner, la même équipe qui a négocié le cessez-le-feu à Gaza et le cadre sur l'Ukraine. L'analyste Javad Irania, du Persian Gulf Studies Group, a noté que Vance avait été choisi précisément parce qu'il n'était pas impliqué dans les pourparlers nucléaires de février qui ont précédé les frappes du 28 février, ce qui lui donnait de la crédibilité auprès de Téhéran, et que Vance se positionnait avec soin pour une future candidature présidentielle. Cette évaluation donne aux pourparlers d'Islamabad une dimension politique intérieure américaine qui fonctionne sous le cadrage diplomatique officiel. Vance a besoin que cela fonctionne. Trump aussi. L'inflation américaine a atteint 3% en mars, contre 4% en février, sous l'effet presque exclusif des coûts de l'énergie liés au blocus d'Ormuz. 3 superpétroliers ont traversé le détroit d'Ormuz samedi, les premiers navires à quitter le Golfe depuis le cessez-le-feu, ce qui représente un progrès modeste par rapport à une base de référence de 129 navires par jour avant la guerre. Plus de 600 navires demeurent bloqués dans la région du Golfe du Moyen-Orient. Lloyd's List a estimé que, même si le trafic revenait demain à son niveau d'avant le conflit, il faudrait plus de 10 jours pour faire sortir tous les navires du Golfe. Le coût politique intérieur de la guerre pour Trump se mesure maintenant au prix de l'essence à chaque pompe aux États-Unis, et la propre base conservatrice de l'administration fait partie de celles qui critiquent ces prix. Rien n'aiguise autant le message stratégique que de découvrir que les électeurs savent lire le panneau des prix à la station-service. Il existe 3 issues précises au pourparlers d'Islamabad qui détermineront à quoi ressembleront les 72 prochaines heures. La première est de savoir si la question de l'enrichissement nucléaire sera mise de côté ou traitée. Si les deux parties acceptent, lors de la première séance, de mettre entre parenthèses la question de l'enrichissement pour une deuxième phase de négociation, tout en s'entendant sur le cadre d'Ormuz et sur un cessez-le-feu au Liban, le cessez-le-feu de 2 semaines peut être prolongé et la guerre ne reprend pas. Si l'Iran insiste pour obtenir la reconnaissance explicite de ses droits à l'enrichissement avant qu'un accord soit signé, et si les États-Unis refusent d'accorder cette reconnaissance, les pourparlers échouent et le reset de Trump devient le cadre opérationnel. À ce moment-là, reset signifierait encore une fois qu'on reconditionne l'escalade comme s'il s'agissait d'une idée neuve. La deuxième est la question du cessez-le-feu au Liban. Ghalibaf a déclaré publiquement que le Liban est une partie inséparable du cessez-le-feu et qu'il ne négociera pas sans règlement préalable de cette question. Israël a lancé plus de 200 frappes contre des positions du Hezbollah au Liban dans les 24 heures précédant le début des pourparlers d'Islamabad. Tant que les avions israéliens frappent le Liban à cette échelle, l'Iran ne peut pas signer un accord qui exclut le Liban sans perdre sa légitimité politique interne. La troisième est le calendrier du déminage. Si l'armée américaine commence le processus de déminage des mines iraniennes dans le détroit d'Ormuz, conformément à l'annonce faite par Trump samedi matin, et si la coordination iranienne pour ce déminage est réelle plutôt que nominale, le détroit commence à rouvrir et la pression économique qui pousse les deux camps vers un accord augmente. Si la coordination de l'Iran est nominale et que les mines restent en place, la crise énergétique mondiale continue. La pression intérieure sur Trump s'intensifie et l'option du reset passe du registre rhétorique au registre opérationnel. Donald Trump a dit ce matin que l'issue des pourparlers serait claire dans les 24 heures. Il a dit que le détroit d'Ormuz rouvrirait avec ou sans la coopération de l'Iran. Il a répondu « peu importe » à la question de savoir s'il était optimiste, puis il a dit « reset ». L'espoir, dans ce style de communication, était apparemment facultatif. Le titre, lui, ne l'était pas. Depuis les 43 jours qui se sont écoulés depuis le 28 février, il a lancé 6 ultimatums distincts contre l'Iran, chacun avec une heure précise et une conséquence précise, et il les a tous reportés sans exception. À ce stade, l'échéance ressemblait moins à une ligne rouge qu'à un accessoire de scène réutilisable. Le cessez-le-feu a été conclu 90 minutes avant l'expiration du 7e ultimatum. La 8e échéance, le 22 avril, à 0000 GMT, et dans 11 jours. Ce qui se passe aujourd'hui au Jinnah Convention Center à Islamabad déterminera si cette échéance est celle qu'il ne reportera pas. Pour comprendre pourquoi la question nucléaire est le mur sur lequel tout le reste vient s'écraser,
Il faut comprendre ce dont chaque camp a réellement besoin dans cette négociation, plutôt que ce que chaque camp dit publiquement. Les États-Unis sont entrés en guerre le 28 février selon une logique que Trump et son administration ont formulée de plusieurs manières. Prévenir des représailles iraniennes après une attaque israélienne attendue, détruire les capacités balistiques de l'Iran, empêcher l'Iran de construire une arme nucléaire et obtenir un changement de régime en amenant l'opposition iranienne au pouvoir. Parmi ces 4 justifications, une seule se traduit par un résultat vérifiable et concret que Trump peut ramener chez lui devant son public intérieur et appeler une victoire, le désarmement nucléaire. Les 3 autres sont soit déjà partiellement accomplis, la capacité militaire de l'Iran a été fortement dégradée, soit structurellement impossible à atteindre par un règlement négocié. Un accord qui produirait quelque chose de moindre que le désarmement nucléaire complet de l'Iran donnerait aux adversaires politiques de Trump l'argument selon lequel la guerre a coûté des milliers de vies, 3 millions de dollars et une perturbation économique quotidienne, ainsi que 24 morts militaires américains, pour un résultat inférieur à l'accord de l'ère Obama de 2015 que Trump lui-même a annulé en 2018. Voilà l'arithmétique cruelle de la politique maximaliste. D'abord détruire l'ancien accord, puis exiger que la réalité s'excuse de s'en souvenir. La position de l'Iran est l'image miroir de cette logique politique. L'enrichissement de l'uranium n'est pas simplement une capacité technique pour la République islamique. C'est à la fois une revendication de souveraineté et un instrument de dissuasion. Les dirigeants iraniens affirment de manière constante depuis des décennies que le pays possède un droit inaliénable à l'énergie nucléaire pacifique. Cette revendication n'est pas séparable de l'identité politique de la République islamique, contrairement par exemple à des limites sur la portée des missiles qui pourraient être négociables. Le plan d'action global commun de 2015 était acceptable pour l'Iran parce qu'il préservait l'enrichissement tout en le limitant. Le retrait de l'administration Trump de cet accord en 2018 et la campagne de sanctions qui a suivi avant cette guerre ont enseigné au système politique iranien une leçon précise. Tout accord avec Washington qui oblige l'Iran à renoncer à ses capacités nucléaires peut être annulé unilatéralement par la prochaine administration américaine. Après ce précédent, la confiance n'allait jamais revenir dans la pièce simplement parce que les caméras étaient prêtes. Du point de vue de l'Iran, accepter maintenant l'absence totale d'enrichissement sous contrainte militaire reviendrait à abandonner la seule capacité qui aurait pu dissuader la guerre de se produire au départ, en échange d'une garantie dont les États-Unis ont déjà démontré qu'ils ne la respectaient pas. C'est pourquoi Jiang Ji, doyen de l'école des études internationales de l'Université des études internationales de Xi'an, a déclaré samedi à Xinhua que le pire scénario serait que, si aucun des 2 camps ne donne à l'autre une porte de sortie ce week-end, le cessez-le-feu pourrait être suspendu et la guerre pourrait reprendre. L'expression qui compte dans cette évaluation est donner à l'autre une porte de sortie. Une porte de sortie n'est pas une capitulation. C'est une formulation qui permet aux 2 camps de revendiquer suffisamment pour soutenir l'argument politique intérieur selon lequel la négociation valait la peine d'avoir lieu. Pour l'Iran, une porte de sortie pourrait être une suspension pluriannuelle de l'enrichissement avec un droit légal préservé de reprendre, préservant ainsi la revendication de souveraineté tout en retirant le matériau de qualité militaire immédiate comme fait physique. Pour les États-Unis, une porte de sortie pourrait être le transfert physique vérifiable du stock iranien d'uranium enrichi à 60%, même si le droit à l'enrichissement n'est pas explicitement renoncé. La véritable question des pourparlers d'Islamabad est de savoir si l'un ou l'autre camp peut accepter ce type de formulation avant que la fenêtre de 24 heures de Trump ne se referme. Les mines marines sont l'incarnation physique du même problème. L'Iran les a posées pour fermer le détroit et pour créer un moyen de dissuasion contre la reprise des frappes américaines. Elles sont maintenant à la fois un levier de négociation et un passif logistique. La perte physique des coordonnées d'une partie des mines signifie que rouvrir complètement le détroit n'est pas seulement une décision politique à prendre dans une salle de négociation. Cela exige de véritables opérations de déminage, qui se comptent en semaines, pas en heures. Trump a affirmé samedi que les États-Unis commençaient le processus de nettoyage du détroit. Si cette affirmation est exacte, cela signifie que des navires de la marine américaine opèrent dans des eaux où des mines posées par l'Iran peuvent se trouver à des emplacements connus de façon imprécise. Le slogan est arrivé en premier. Le danger opérationnel était censé se régler tout seul ensuite. Cela signifie aussi que le dégagement opérationnel du détroit progresse en parallèle avec les négociations politiques sur son statut légal, une séquence qui crée sa propre série de risques. Si des opérations américaines de déminage rencontrent une mine iranienne dans des circonstances qui provoquent des pertes ou un incident, l'environnement politique des négociations d'Islamabad change en temps réel. Le tableau régional plus large au 11 avril ne simplifie rien de tout cela.
Israël a frappé plus de 200 positions du Hezbollah au Liban dans les 24 heures précédant le début des pourparlers. Au moins 10 personnes ont été tuées à Nabassieh par des frappes israéliennes le 11 avril, y compris des ambulanciers paramédicaux et du personnel des autorités sanitaires libanaises, selon le ministère de la Santé du Liban. L'armée israélienne a déclaré avoir frappé plus de 200 sites terroristes du Hezbollah au cours de la même période. La réponse du Hezbollah a été des tirs de roquettes propulsés par grenades contre des positions israéliennes à l'intérieur du Liban. Le front Israël-Liban n'est pas en pause. Il ne se désescalade pas. Le cessez-le-feu négocié par le Pakistan le 7 avril comprenait explicitement le Liban, selon le Premier ministre pakistanais Sharif. Les États-Unis et Israël disent explicitement que ce n'est pas le cas. Cette contradiction n'a pas été résolue dans les 4 jours qui ont suivi l'annonce du cessez-le-feu. Elle demeure la condition déclencheuse directe de la menace iranienne de reprendre les frappes de missiles. Ghalibaf n'est pas arrivé à Islamabad pour régler un désaccord procédural mineur. Il est arrivé comme représentant institutionnel du système qui prendra la décision de relancer ou non les missiles. La phrase de Trump « Peu importe, sinon on va reset » et peut être la déclaration de politique étrangère la plus honnête qu'il ait faite dans ce conflit. Elle dépouille l'habillage diplomatique et énonce la logique réelle de la position américaine. Il y avait au moins un type de clarté là-dedans. L'argumentaire de vente avait finalement cessé de prétendre qu'il n'était pas une menace. Un accord est préférable, mais l'absence d'accord ne constitue pas un échec du point de vue de Washington. Elle constitue la reprise d'une opération que les États-Unis, après avoir déjà frappé plus de 9000 cibles iraniennes, considèrent comme gagnante. La question de savoir si cette logique, appliquée à une salle de négociation où l'autre camp porte des photographies de 168 enfants morts comme nom de sa délégation, produit une percée ou produit une 3e semaine de guerre sans sortie, c'est ce que ce samedi à Islamabad décidera. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.